Reine d'Angleterre que... Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est une des plus grandes reines d'Angleterre que Franck Ferrand nous présente aujourd'hui. Bonjour Franck. En effet, cette souveraine hors du commun, c'est donc la reine Élisabeth Ier du nom, qui a régné sur le royaume de son père, le roi Henri VIII, après qu'elle se fut débarrassée de sa demi-sœur, la sanglante Mary, dont nous dirons tout à l'heure un mot. Élisabeth, fille d'une personnalité assez étonnante, là aussi nous y reviendrons, elle ne devait jamais se marier, cette reine, figurez-vous. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez Franck à la question de Dominique sur l'origine des appellations beau-père, belle-mère et beau-frère, entre autres. À présent, le moment est venu de revivre l'âge mûr de celle qui dans l'histoire demeure la reine vierge, comme aurait dit Shakespeare, « The audience is listening ». Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand. 4 décennies au pouvoir, de 1558 à 1603, pour la dernière Tudor à tenir le trône d'Angleterre, Élisabeth Ier. Longtemps, la question de son mariage éventuel a représenté, vous pouvez l'imaginer, un enjeu politique important, surtout pour une nation déstabilisée par l'incertitude dynastique et par les désordres religieux de l'époque, mais une nation aussi en train de s'affirmer sur la scène européenne. Et cependant, malgré diverses tentatives, aucune union n'a pu être conclue. La fière souveraine a gardé pour la postérité le surnom de Reine Vierge. Ça ne signifie pas pour autant que l'amour ait été absent de la vie de cette femme très puissante et très redoutée, mais un amour inabouti, forcément ambivalent, qui devait même se muer en tragédie, comme l'illustre à la fin de sa vie sa dernière passion, pour un homme sans doute trop jeune, trop beau, mais surtout trop fougueux. Nous sommes autour de 1584, ce qui veut dire qu'Élisabeth a déjà plus de 50 ans à ce moment-là. Robert d'Évreux, comte d'Essex, fait sa véritable entrée à la cour d'Angleterre. Il n'a pas 20 ans, mais il possède déjà tout pour être remarqué. Bon, d'abord, il est d'une excellente famille. Il est même apparenté à la reine par sa mère. Quant à son beau-père, il n'est autre que le comte de Leicester, celui-même qui a été un ancien favori d'Élisabeth. Surtout, le jeune Robert, je l'appellerai Robert, c'est Robert évidemment, ce Robert est d'une étonnante beauté. Il est grand, il est élancé, un visage aux traits fins mais cependant viril, il possède un regard incroyable et puis une espèce de fierté dans le regard, un soupçon même d'impertinence. Pas de doute, cet homme porte en lui un caractère fort, vigoureux, et bien sûr, la reine, qui est une reine vieillissante, est rapidement séduite. Ainsi, la cour d'Angleterre va bientôt voir Robert partager les repas d'Élisabeth, mais aussi ses promenades, ses jeux, ses soirées. L'ascension du jeune homme, on peut le dire, est fulgurante. Le garçon pousse adroitement ses avantages, note Jacques Chastenay. Non seulement il se déclare à jamais ensorcelé par les charmes physiques de la reine, c'est là un devoir auquel nul courtisan ne saurait se dérober, mais il sait asséner ses flatteries avec une grâce et un air de sincérité qui les rendent irrésistibles. Le résultat est qu'à 21 ans, il est grand écuyer et chevalier de la Jarretière. Mais Robert, et c'est sans doute là l'un des secrets de son charme, ne compte pas être réduit au statut de, comment pourrait-on dire, de hochet de la souveraine. Il veut bien plus. Il est conscient de sa haute naissance et des devoirs qui s'y attachent. Il recherche la gloire militaire, quitte à hériter Élisabeth, qui est très possessive naturellement. En 1589, c'est sans l'accord de la reine qu'il s'embarque pour une expédition navale face à l'Espagne. On est juste au lendemain de la fameuse aventure de l'invincible Armada, vous savez. Et l'Angleterre protestante entend bien rendre la monnaie de sa pièce à la première puissance catholique et maritime à l'époque, c'est-à-dire à l'Espagne. Pour le favori, c'est le début d'un jeu dangereux qui ne va cesser de se répéter entre lui et Élisabeth. En ignorant les directives de la reine, il a l'air de la laisser à la fois, comment est-ce qu'on pourrait dire, il la laisse à ses propres limites. Elle est séduite bien sûr par son panache, mais elle est surtout très en colère devant l'affront que lui a fait le jeune homme. Alors cette fois,
Au retour de l'expédition, elle lui pardonne, mais, comme le souligne Chastenay, désormais, elle le tient à l'œil et se promet de dompter ce poulain trop fougueux. Dressage difficile, jamais achevé, en dépit de toute la dextérité de l'Amazone. Quoi qu'il en soit, Robert conserve ses ambitions. Il contracte à cette époque un beau mariage, il se mêle de politique et bientôt il va encourager la reine à une intervention contre l'Espagne en France, donc aux côtés du roi Henri IV. Cette petite campagne française se révèle, disons-le, assez peu concluante, mais Robert, qui a convaincu la reine de le laisser y participer, va faire preuve au cours des combats d'un certain courage, à défaut de s'imposer comme un véritable meneur d'hommes, il faut bien le dire. Quelques années plus tard, en 1596, le voilà reparti, cette fois pour une expédition navale. Au moment de quitter Élisabeth, il reçoit ce mot plein de tendresse inquiète. « Je supplie humblement le Créateur de toutes choses de vous protéger de sa main bénigne. Revenez plus grand, j'en serai plus contente. » Et la reine est exaucée. En attaquant victorieusement Cadix, Robert s'assure un retour triomphal en Angleterre, mais peu après, une nouvelle campagne navale est sur le point de mal se terminer. Pendant que notre aspirant héros vadrouille dans l'Atlantique, une autre flotte, une flotte espagnole, vient dangereusement menacer les côtes anglaises. Élisabeth est effrayée par ce qui aurait pu tourner à la catastrophe. Elle est cette fois vraiment mécontente. Elle le fait comprendre à son favori. Et le fier Robert, bien sûr, est piqué au vif. Il décide de s'éloigner de la cour. Voilà un gros nuage dans les relations entre la reine et le favori. Un nuage qui en a Élisabeth Ier, surnommée aussi la Reine Vierge. Eh oui, alors cette reine a eu, vous l'avez vu, un mouvement d'humeur contre Robert, mais la brouille ne va pas durer longtemps. Il rentre bientôt en grâce, ce bouillonnant jeune homme, et reprend sa place au conseil privé de la reine, où il intervient avec force, où il se permet de défendre ses points de vue. Il est arrogant, il faut le dire, et cette faveur extraordinaire dont il jouit lui vaut de profondes inimitiés à la cour. Il est sûr de lui, il est porté par sa fougue, il pense qu'il ira très loin. Entre nous, il ira sans doute surtout trop loin. Un jour, alors qu'il défend une candidature pour un poste important, Robert essuie un net refus de la reine. Il est très vexé. Il va ostensiblement, il va devant tout le monde lui tourner le dos. Et ça, c'est un affront devant lequel la reine d'Angleterre ne peut pas rester sans réaction. Elle s'approche de Robert et elle lui assène une gifle terrible. À ce moment-là, le jeune homme pose la main sur le pommeau de son épée. C'est quasiment une menace physique, vous imaginez, contre la reine. C'est un geste inacceptable. L'ambiance est électrique dans la pièce. On s'approche de Robert pour essayer de le faire reculer. Élisabeth reste parfaitement statique, maîtresse d'elle-même, mais on peut lire toute sa colère dans son regard. Cette fois, l'insolent favori a dépassé les bornes et à la cour, certains déjà ne donnent pas cher de sa peau. On sait qu'une sanction va tomber sur lui, une dure sanction, c'est sûr. Chastenay raconte, il n'en est rien. La reine le laisse se retirer
et pendant plusieurs semaines ne prononce pas son nom, mais on la voit triste, nerveuse, comme obsédée. C'est le début d'une nouvelle tragicomédie entre Robert et Élisabeth. Des semaines durant, ils se boudent, aucun ne veut s'abaisser à demander pardon. Et même dans une lettre qui est citée par Chostenet, Robert se permet d'écrire avec hauteur « Je ne suis plus asservi à Sa Majesté comme conseiller, je ne la servirai jamais comme un manant ou un esclave ». Bien sûr, ces lignes étaient adressées à quelqu'un d'autre, mais elles ne tardent pas à tomber sous les yeux d'Élisabeth. Mais qu'il l'agace, cet impétueux gamin, mais qu'il lui manque aussi. Elle ne peut rien y faire, elle a besoin de sa présence. Finalement, elle va consentir à faire un pas vers lui, un assez petit pas pour ne pas tout à fait perdre la face, mais un pas assez grand pour qu'il en fasse un plus conséquent à son tour. Robert accepte, la réconciliation vient, la reine pardonne, mais ça ne veut pas dire qu'elle est oubliée. Elle n'est pas pour rien la fille de son père. C'est à peu près à cette époque qu'une grande insurrection dirigée par un certain Tyrone bat son plein en Irlande. Pour l'intrépide Robert, c'est une bonne occasion d'aller récolter un supplément de gloire. Il s'arrange donc pour se faire nommer à la tête de l'armée chargée d'aller mater la rébellion. Bernard Cotteret nous l'explique, je le cite. Il voulut faire savoir une fois pour toutes à la souveraine qu'il n'était ni un Godelureau ni un caniche, mais un grand soldat, un Anglais dont le panache était appelé à remiser dans l'ombre tous les capitaines de ce siècle. Il se prenait déjà pour Alexandre, et ses partisans insistaient sur sa généalogie princière. On prétendit qu'en lui se mêlait le noble sang des Plantagenets et celui de la famille royale d'Écosse. Élisabeth étant sans descendance, on comprend les enjeux de telles supputations. Au printemps 1599, voici donc Robert à Dublin avec quelques 20 000 hommes, mais là, les choses ne se passent pas tout à fait comme prévu. Alors qu'Élisabeth le pousse à une confrontation directe contre le meneur des rebelles, là contre Tyrone, Robert tergiverse, il perd du temps, il traîne, il se jette de lui-même dans un véritable bourbier. D'un côté, la reine s'inquiète pour lui, mais en même temps, elle s'impatiente. Elle en vient à s'interroger sur les motivations réelles de son favori. Et bientôt, devant la volée de reproches qui lui arrive, Robert se retrouve forcé d'agir. La grande confrontation semble enfin se dessiner avec les Irlandais, mais Robert décide d'une entrevue avec Tyrone près d'un petit ruisseau. La rencontre ne va pas durer longtemps, simplement quelques instants, elle est sans témoin, ça c'est un funeste détail. Robert conclut une trêve qui a de quoi surprendre, et à Londres, ses ennemis vont en profiter. On ne tarde pas à murmurer qu'il s'est fait secrètement l'allié de Tyrone. Peut-être même songerait-il à s'emparer de l'Angleterre avec l'aide de tous ces rebelles. Robert comprend ce qui se passe. Il faut très vite maintenant qu'il se justifie, avant que ses ennemis n'aient eu le temps de lui faire perdre la confiance de la reine. C'est décidé, avec quelques hommes, il rentre en Angleterre pour aller à la rencontre d'Élisabeth, et ce, bien qu'une fois encore, elle ne lui en ait nullement donné l'ordre. Sur Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et nous poursuivons le récit de la vie intime de la reine d'Angleterre Élisabeth Ier avec vous, Franck Ferrand. Et voilà Robert, il a traversé la mer d'Irlande, elle accepte de le recevoir dans son palais royal. Jacques Chostenet raconte un instant, un élan porte Élisabeth vers l'homme qu'elle a tant chéri, mais aussitôt la prudence l'emporte, à laquelle se joint un sentiment de crainte. Que fait le comte ici? Que veut-il? De quels moyens dispose-t-il? La trêve négociée avec Tyrone reste en travers de la gorge de la reine, tout comme les autres décisions de Robert, décisions intempestives et prises en dépit des ordres royaux. Il a beau essayer de se justifier devant le Conseil, le lien de confiance, cette fois, est brisé. Et pour Robert, c'est le début d'une tragique spirale. Alors que la cour se divise en deux camps, sa disgrâce ne tarde pas à être effective. Il est même envoyé dans une maison avec interdiction d'en sortir. Il est désespéré, Robert. Il écrit à Élisabeth des lignes larmoyantes. Et le bruit bientôt vient à courir qu'il est gravement malade, à l'article de la mort même. Des Londoniens s'émeuvent du sort du favori de la reine, dont il ne faut pas oublier qu'il était tout de même très populaire. Et elle-même semble partager entre son inquiétude profonde et sa colère légitime.
Élisabeth, maternelle, envoya un potage, raconte Bernard Cotteret. Les larmes aux yeux, elle avait confié qu'elle aurait aimé venir elle-même si cela avait été compatible avec sa dignité. Puis, de guerre lasse, elle vint enfin, en secret, et fit une apparition discrète, dispensant le miracle de sa présence bienfaitrice à l'affligé. Et ça va avoir des effets. Robert finit par aller mieux, mais il est néanmoins toujours en procès. Il va perdre toutes ses charges de cour, ses dignités. Certes, il est remis en liberté, mais j'allais dire comme un va-nu-pied. Il ne peut pas rester dans cette situation, il est beaucoup trop fier pour cela. Alors il va se lancer dans un double jeu assez dangereux. D'un côté, il continue de feindre la réconciliation, il veut se rapprocher de la reine, mais de l'autre, il a des mots très durs contre elle. Il dit même en public, et c'est pour le moins imprudent, que, je le cite, désormais la reine est une vieille femme aussi racornie et tordue d'esprit que de corps. Vous imaginez comme c'est bien reçu ce genre de propos? Il faut dire que le coup était bas. Et Robert ne s'arrête pas là. Le voilà qui se met à préparer ni plus ni moins qu'un coup de force. Il réunit des alliés pour tenter de se rapprocher du roi d'Écosse. Il est en train tout simplement d'échafauder un plan de conquête du pouvoir. Le 8 février 1601, de manière un peu précipitée, le plan est mis à exécution. Les conjurés essaient de soulever Londres, mais la tentative, disons-le pathétique, de Robert tourne court. Le pauvre homme est arrêté et 10 jours plus tard, il est reconnu coupable de haute trahison. Dès lors, il ne pourra plus être sauvé. Sa condamnation à mort est prononcée. La décapitation, c'est une décapitation à la hache en Angleterre, est prévue pour le 25 février, jour du mercredi des Cendres, dans l'enceinte de la Tour de Londres. Là, le fier Robert, qui paraît tout à fait désigné, fait face. Dans un dernier discours, il reconnaît ses errements. Il affirme sa foi protestante, il dit prier pour la reine, cette reine qui le condamne aujourd'hui mais qui peut-être conserve le regret des anciens sentiments qu'elle a nourris pour lui bien au-delà de ses crimes. Enfin, le moment venu, Robert se met en position pour recevoir son châtiment. Malheureusement, on ne peut pas dire que le bourreau soit très habile ce jour-là. Il va lui falloir 3 tentatives pour parvenir à détacher la tête du malheureux. Vous imaginez l'horreur, évidemment, et quand enfin il arrive à saisir la tête détachée du corps, il la présente bien en vue, il hurle à la face des témoins présents, un libérateur, God save the Queen. Le conspirateur est mort, et le règne va pouvoir se poursuivre. Enfin, tant bien que mal. Élisabeth, maintenant, est âgée de 67 ans, il lui reste 2 ans à vivre. La fin de son dernier favori, disons-le, aura été pour elle un coup extrêmement dur. C'est en tout cas, cette exécution, c'est l'épilogue d'une relation complexe, une relation tragique et même tempétueuse. Plus qu'un drame personnel, la chute de Robert d'Evreux, comte d'Essex, peut avoir valeur de symbole, et d'ailleurs elle va inspirer toutes sortes d'artistes. Je voudrais citer Bernard Cotteret. Le destin romantique d'Essex devint emblématique de celui de l'aristocratie européenne. Face à l'irrésistible montée de l'État moderne, la foudre guerrière et l'honneur individuel avaient-ils encore leur place? C'est dans la France du XVIIe siècle que l'on retrouve l'écho de ce dilemme. Dans sa pièce « Le comte d'Essex », tragédie parue à Paris en 1650, la Calprenède mettait ces paroles dans la bouche du héros. « Ô ciel, peux-tu souffrir qu'une si belle vie soit d'une telle mort indignement suivie ?» Je vous ai cité Bernard Cotteret, bonjour. Bonjour, mais c'était Franck. presque inutile puisque nous vous avons avec nous, pour nous tout seuls cet après-midi. Dans un instant, Nous pouvons dialoguer, effectivement. Voilà, nous revenons sur cette reine et sur ce règne, non moins extraordinaire l'un que l'autre. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Tara Blasco. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand.
Cotret est professeur émérite de l'université de Versailles-Saint-Quentin, auteur du livre La royauté au féminin, Élisabeth Ier d'Angleterre, édité chez Fayard en 2009. Alors nous allons revenir effectivement sur les foucades, les coups de cœur de cette reine vierge, comme l'appelle l'histoire. Nous ne parlerons pas seulement du conte des sexes, bien entendu, mais de tous les autres. Mais avant cela, il faut peut-être que nous resituions le règne dans son époque tellement difficile, cher Bernard Cotret, et dans cette époque tellement contrastée aussi. Il faut dire que la reine Élisabeth accède au trône dans des circonstances pour le moins troubles. Il y a, je pense, une première idée qu'il faut écarter à tout prix, c'est l'idée que les règnes féminins allaient de soi dans l'Angleterre du XVIe siècle. Et voilà. La société du XVIe siècle, anglais et français aussi d'ailleurs, et comme l'ensemble des sociétés européennes, sont terriblement machistes, pour employer un terme que l'on n'utilise pas généralement à propos en histoire. Mais enfin, je crois qu'on peut aller jusque-là. Et donc, ce sont des sociétés qui n'admettent pas du tout que le pouvoir soit au féminin. Et on se trouve devant une espèce de vide juridique, on ne sait plus qui mettre sur le trône, on a peur plus que tout d'une guerre civile. Le grand roi Henri VIII, avec tous ses excès, tous ses travers, n'en a pas moins profondément marqué l'Angleterre, bien entendu, qu'il a d'ailleurs détaché de la communauté catholique, au passage, c'est pas une bagatelle. Absolument. Quand il est mort, c'est son fils qui lui a succédé, mais c'était un jeune Édouard, homme. le petit Édouard, qui était encore enfant. Oui. Évidemment, à la mort d'Édouard, la sœur d'Élisabeth, la fille de la reine Catherine d'Aragon. De Catherine d'Aragon et d'Henri VIII, elle accède au pouvoir. Elle se marie au futur Philippe II. Donc elle est catholique, il ne faut pas le... Elle est catholique, comme sa maman. Et elle reste évidemment fidèle à la religion qui était aussi la religion de sa mère. C'est un règne extrêmement dur, il faut le dire. Extrêmement dur, extrêmement troublé, auquel s'attache une image sanguinaire qu'on pourrait aussi appliquer à d'autres règnes de l'époque. Y compris à celui d'Élisabeth, du reste. Y compris à celui d'Élisabeth, qui elle aussi quand même n'a pas hésité et a envoyé au bûcher quelques hérétiques, moins que sa sœur, mais enfin quelques-uns quand même, et puis aussi a utilisé la hache comme son père, et on le voit tout à fait dans le cas des sexes. Voir, voilà. Alors, cette reine, quel âge a-t-elle lorsqu'elle monte sur le trône, Élisabeth ? Alors, elle n'est pas très jeune d'après les critères de l'époque, elle a 25 ans, et donc elle arrive au pouvoir, elle était née en 1533. Donc elle était la fille d'Anne Boleyn, il faut expliquer. Donc la fille pour laquelle, évidemment, Henri VIII avait divorcé, elle est la fille d'Anne Boleyn, et ce qui veut dire que, comme sa sœur Marie, elles vont être tour à tour légitimes et bâtardes. Les deux sœurs ont ça en commun que, selon les divorces successifs de leur père, elles se retrouvent légitimées et puis bâtardisées, si j'ose dire. Et donc, la pauvre Élisabeth Ier, évidemment, a beaucoup souffert dans son enfance de toutes les péripéties de ce règne, et quand elle arrive en 1558, c'est pas très facile d'être si je puis dire, d'être la fille de Barbe Bleue et d'avoir eu sa mère décapitée quand même. Oui, et traitée comme une point de suspension. Voilà, je veux dire que c'est vraiment l'image qu'on en donne à l'époque. Et effectivement, ça va agir sur son comportement. Ça va influer. Je crois que ça explique. Vous savez, sa virginité, je pense qu'elle tient quand même beaucoup, effectivement, à des causes politiques. Et il y a une volonté pour elle de ne pas se marier, entre autres, à mon avis, parce qu'elle ne veut pas d'un mari autoritaire. Et il faut dire que des hommes autoritaires, elle en avait vu quelques-uns, en particulier avec son pauvre père. Mais évidemment, plus qu'autoritaire dans son cas. Oh oui. Il était d'une autorité, on peut dire maladive. Tyrannique. Néanmoins, il y a autour d'Élisabeth, lorsqu'elle accède au pouvoir, un certain nombre de conseillers qui sont des gens de bien. Évidemment, Élisabeth, son succès, le doit aussi à son entourage. Elle a su tout de suite avoir autour d'elle des gens intelligents, et en particulier une famille que l'on retrouve tout au long de son règne, qui est la famille Cecil. William Cecil, qui est un helléniste, qui est un esprit distingué, qui est un érudit, et qui va effectivement avoir un rôle politique absolument considérable, tout comme son fils Robert Cecil, qui va lui aussi servir la souveraine. Et on a à la cour d'Élisabeth en fait deux types de personnages. On a ces personnages de conseillers qui sont des bureaucrates, disons les choses, qui sont des hommes d'études, et puis on a les fringants cavaliers, les fringants, les hommes de guerre, comme le comte d'Essex. Et les deux ne s'entendent pas nécessairement très bien. On est quand même dans une période, sur un plan culturel, civilisationnel, très privilégié. C'est l'époque de Shakespeare, quand même, il faut le dire. C'est une époque d'une richesse extraordinaire, tant sur le plan théâtral, et ça on le sait très bien,
que sur le plan musical, et ça on le redécouvre de plus en plus. C'est vrai que la musique de la période élisabéthaine est très belle. Enfin, et sur le plan de l'architecture, et sur le plan de l'architecture, c'est merveilleux également. Pour ne rien dire de la peinture, c'est pas comparable à la prolifération qu'on a en Italie, mais il y a quand même une très belle peinture de la période élisabéthaine. Il y a quand même cette période élisabéthaine faite aux yeux des Anglais aujourd'hui encore figure d'âge d'or, d'une certaine manière. C'est l'âge d'or pour les Anglais, c'est la période élisabéthaine, effectivement. Un peu comme pour les Espagnols, du reste, quand ils parlent de l'âge d'or, ils parlent à peu près des mêmes années. Avec une reine qui est revenue au protestantisme de son père, elle a donc tranché... Pour être légitime aussi, parce que le protestantisme garantissait sa légitimité, puisqu'autrement, elle aurait été la fille bâtarde. Et voilà. Donc le elle n'avait pas tellement le choix, là, en fait. Le protestantisme est beaucoup plus utile pour elle que n'aurait été le catholicisme. Je crois qu'il ne faut pas oublier ces raisons-là. Cette question religieuse est loin d'être réglée du temps du vivant d'Élisabeth. Complètement. Et le pape, Dieu et son âme, le pape Pie V, Saint Pie V, a fait un geste absolument considérable dont il n'a pas mesuré tous les effets en 1570, lorsqu'il a excommunié la reine Élisabeth en détachant ses sujets de leur devoir d'obéissance envers la souveraine. Il est évident que c'était une ingérence dans les affaires anglaises. Et puis pour les catholiques anglais, c'était horrible parce qu'ils ne pouvaient plus choisir entre leur foi et leur reine. Et évidemment, c'était effrayant parce qu'on fermait toutes les issues. Oui, ça a été vraiment d'une très grande... Tout ça est d'une grande âpreté, disons-le. Avec un contexte international difficile, puisque les grandes puissances continentales, à commencer par l'Espagne, sont catholiques, bien entendu. Les grandes puissances continentales sont catholiques, et l'Espagne tente d'envahir effectivement l'Angleterre. Vous avez parlé tout à l'heure de 1588, Armada, cette invincible armada qui a été défaite. Alors on dit que c'est la Providence qui l'a empêché d'aborder. Toujours est-il qu'il y a eu une terrible tempête. Alors est-ce que cette tempête était directement voulue par Dieu? Je ne me prononcerai pas, mais enfin disons qu'elle était très opportune et que les Espagnols sont remontés jusqu'au nord, jusqu'à l'Écosse. Et là, évidemment, ils ont été détruits complètement, dispersés par les vents. Il y a une chose qu'on a tendance à oublier à propos de ce règne élisabétain. Vous avez d'abord commencé par souligner la dimension assez peu normale du point de vue des regards de l'époque de cette femme sur un trône, mais il y a aussi la durée, la longévité d'Élisabeth. Ça dure des décennies, ce règne. J'allais dire, ça n'en finit plus d'une certaine manière. C'est un règne qui n'en finit plus, et lorsqu'elle meurt en 1603, alors il faut dire qu'elle meurt triste. Elle meurt triste, effectivement. Elle meurt mélancolique, ce qui est la grande maladie du siècle, comme vous le savez. Elle meurt d'autant plus triste que le véritable amour de sa vie, le dernier amour de sa vie, c'était le comte d'Essex. Et je pense que d'une certaine façon, elle ne s'est jamais remise de cette mort. Oui, ça a dû être... Elle avait avec lui, elle entretenait une relation qui était quasi maternelle. On a l'impression de ça. Un tout petit peu incestueuse à la limite, parce que c'était à la fois un personnage de l'amant qui n'est pas tout à fait l'amant et du fils qui n'est pas tout à fait le fils. Oui, et ça faisait beaucoup jaser à la cour, forcément. Ça fait beaucoup jaser, et encore maintenant. Élisabeth pouvait se permettre, puisqu'elle était à la fin d'un règne qui avait été tout à fait glorieux sur bien des aspects, on ne va pas entrer dans tous les détails, mais elle pouvait se permettre quand même d'imposer sa volonté du temps d'Essex. Elle se moquait un peu du candidaton, disons-le. On a même l'impression qu'elle toise tout cela d'assez haut. Complètement. C'est quelqu'un qui reste très très indépendant, qui suit véritablement, ses idées. Vous avez dit tout à l'heure comment elle avait giflé le comte d'Essex. Elle était familière du fait. Elle n'hésitait pas à taper sur le crâne de ses conseillers, ce qui n'est pas très très gentil. Donc c'était quand même quelqu'un d'un tout petit peu tyrannique à la façon de son père. Mais alors pourquoi ne le gracie-t-elle pas? Lorsqu'il est condamné à mort, déjà la punition est très sévère et très dure. Il a dû avoir, ça a dû être terrible, cette incarcération, etc. Elle aurait pu au dernier moment commuer la peine, elle ne l'a pas fait. Je pense que pour elle, c'est un petit peu de l'ordre de la raison d'État. Je crois que y a eu 2 exécutions comme ça auxquelles on pense. Il y a eu évidemment l'exécution de Marie Tudor, qui était la rivale reine d'Écosse, bien sûr. Et puis il y a eu la mort d'Essex qui lui véritablement lui a rompu le cœur, lui a brisé le cœur. Est-ce qu'on peut dire, Bernard Cotterêts, que ces 2 exécutions ont contribué à donner à la postérité l'image d'une reine Élisabeth particulièrement dure, pour ne pas dire même rigide? Oui, je pense que toutes les idées de dureté que l'on attache à la reine Élisabeth sont souvent liées à ces 2 exécutions-là, beaucoup plus qu'à d'autres, alors qu'il y en a eu un certain nombre d'autres. Vous pouvez vous en douter. Elle est dans la grande tradition de son père. On n'hésite pas à exécuter ou à
faire exécuter. Une reine amoureuse, nous l'aurons compris, mais une reine néanmoins célibataire et même vierge. Pourquoi ? C'est la grande question que j'ai à vous poser maintenant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et nous continuons d'explorer la vie d'Élisabeth Ier, reine d'Angleterre. Nous explorons aussi son règne avec vous, Franck Ferrand, et avec votre invité Bernard Cotterêts, auteur de l'Histoire de l'Angleterre, paru chez Taillandier en format poche. Oui, c'est la réédition poche de cette célèbre Histoire de l'Angleterre de Bernard Cotterêts dans la célèbre collection Texto. On peut dire que c'est un bréviaire, Bernard Cotterêts. Quand on oublie quelque chose sur l'histoire d'Angleterre, hop, on tire son petit Cotterêts, si je puis dire, et on va chercher dedans la réponse. Hein. Merci pour ce compliment. Non, mais c'est vrai. C'est exactement comme ça que je vois les choses. Alors, pourquoi cette reine d'Angleterre ne se marie-t-elle pas ? D'abord, a-t-elle un problème avec les hommes ? Est-ce qu'elle aurait même une attirance pour les dames ? C'est une question qu'on pourrait se poser. Alors, d'attirance pour les dames, non. Bon, voilà, la question est réglée, même pouvoir dire qu'elle n'aime pas beaucoup les dames. Oui, elle l'a prouvé. Elle n'aime pas beaucoup les dames, elle l'a prouvé. Elle est facilement jalouse des autres femmes. Et non, elle n'est pas lesbienne. Ça, j'en suis absolument convaincu. Mais sa virginité, je crois qu'il faut la comprendre sur deux plans. Premièrement, il y a une virginité qui est une virginité physiologique. Est-ce qu'elle est effectivement vierge ? Vous savez, aucun historien ne peut se hasarder dans ce domaine un petit peu scabreux. Je pense qu'effectivement, il y a un refus du mariage chez elle, refus du mariage qui est lié sans doute à des traumatismes de la jeunesse. Elle a failli être violée. On ne sait pas exactement jusqu'où on est allé avec elle quand elle était toute jeunette, et il est évident que ça a pu, l'éloigner un petit peu des choses du sexe. Et deuxièmement, je crois que ce qui est encore plus important, en tout cas pour les historiens, c'est que cette virginité est évidemment politique. La virginité, c'est ce qui lui permet, sur le plan international, en permanence, de solliciter, évidemment, voilà, les prétendants. Ce n'est pas un cœur à prendre, mais on a envie de dire, c'est plutôt un trône à prendre. Hein, c'est un trône à prendre aussi. Et donc, elle s'offre, sur le marché matrimonial, jusqu'à un âge très, très, très avancé, à des hommes de plus en plus jeunes. Ce qui, évidemment, tient un petit peu du paradoxe. Et, deuxièmement, cette virginité, c'est aussi une façon, je crois, et ça c'est Victor Hugo qui l'a le mieux analysé, c'est une façon de garantir l'indépendance de son pays. Et vous savez, il y a une très belle phrase de Victor Hugo dans un extraordinaire essai qu'il a écrit sur William Shakespeare. L'essai sur Shakespeare, formidable. Remarquable, dans lequel il dit « Élisabeth est vierge à la façon dont l'Angleterre est île ». Et je crois que Victor Hugo, une fois de plus, avait tout compris. Et oui, pour que l'Angleterre, ajoutait-il, garantisse son indépendance, il faut que sa reine reste vierge. C'était en quelque sorte, c'était presque la deuxième partie du principe, hein. C'est-à-dire qu'il fallait d'une part que l'Angleterre soit séparée des autres pays, et d'autre part que la reine demeure en quelque sorte maîtresse chez elle. Oui, et vous savez que parce que si elle avait épousé un prince, il aurait eu des droits, tout simplement. Vous savez que séparée, elle peut le redevenir prochainement. Donc il y a vraiment effectivement quelque chose là qui est une espèce d'invariant. C'est presque un archétype. C'est pour ça que... Vous qui connaissez, alors on va faire un peu, pour une fois, j'ouvre une parenthèse, j'allais dire c'est Noël, hein. Oui. Mais vous qui connaissez si bien l'Angleterre et son histoire, vous pensez qu'il y a des risques pour que le Royaume-Uni se sépare de l'Union européenne ? Je pense que pour l'instant, c'est beaucoup plus un chantage qu'autre chose. Mm-hmm. Mais il y a des chantages qui peuvent mal tourner parfois. Exactement, on ne sait jamais. Alors fermons la parenthèse et revenons à la fin du XVIe siècle à ce règne d'Élisabeth. Il est archétypal ce règne, parce qu'effectivement, pour les Anglais, la virginité de la reine, c'est également leur insularité. C'est ce que Victor Hugo avait dit. À quoi ressemble-t-elle physiquement, la reine Élisabeth ? Écoutez, je crois que vous savez, il y a de très beaux portraits d'elle. Magnifique. Qu'on a pu voir au musée du Luxembourg. Mais un peu comme d'une statue, elle est toujours très hiératique. Oui, c'est très hiératique. Est-ce qu'elle était aussi belle que ses portraits ? Ça, je ne voudrais pas me prononcer là-dessus. J'ai quand même quelques doutes. En tout cas, ce qui est évident dans ses portraits, et ce que l'on sait par ailleurs, c'est qu'elle était très, très, très fardée. Vous savez, elle avait cette espèce de visage blanc comme ça, un petit peu comme les japonaises. Ah, mais alors, c'est incroyable que vous disiez ça. J'ouvrais la bouche. J'attendais la fin de votre phrase pour dire, ce qui est étrange avec cette époque élisabéthaine, c'est qu'on est à un niveau de sophistication qui fait songer à la société traditionnelle japonaise. Exactement. Vous voyez, et alors, l'apparence physique de la reine... Un peu des geishas comme ça, hein, si l'on peut dire. Hein. Oui, ça n'était pas une geisha, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour ce qui est du phare, hein, simplement. Oui, ça s'arrête là, oui.
Alors cette reine était néanmoins entourée de tout beaux un hommes. aréopage de Oui. beaux jeunes gens. Hein. Tout à fait. Elle tout aimait à fait. les hommes beaux d'abord, il faut bien dire. bien entendu, viril, sportif, et elle a ses conseillers d'un côté, les Cecils qui sont tout sauf beaux, et puis de l'autre côté, tous ces hommes très beaux, effectivement athlétiques, qui sont des soldats. Et il y a une espèce de rivalité entre les deux personnages autour d'elle. Oui, et ces soldats, on ne sait pas s'ils sont des amants. En tout cas, elle peut avoir des Ils penchants. sont susceptibles de l'être. Oui. En tout cas, ils lui font une cour assidue. Il y a des lettres d'amour que l'on écrit à la reine. Ça, j'en ai reproduit un certain nombre dans mon livre. Il faut dire qu'on avait, et ça n'est pas le théâtre de Shakespeare et encore moins ses poèmes du reste, qui nous diront le contraire, on avait tendance à hystériser un peu les déclarations sentimentales à l'époque. On va très loin dans Et puis, il y a aussi une autre tradition qu'il ne faut pas oublier, c'est la tradition courtoise. Donc, il ne faut pas nécessairement interpréter au pied de la lettre toutes ces déclarations d'amour. Ça ne veut pas dire qu'elle couchait avec tous ces beaux jeunes gens. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a quand même une espèce de flirt un peu poussé. Il y en a un auquel le cinéma dans C'est bien le cinéma, oui, on y pense toujours. Oui. Évidemment, avec Oui. Kate Blanchett. Vous avez vu forcément ces deux volets de films. C'est Robert Dudley, évidemment. Bien sûr. Oui. Alors, qui était-il, ce bonhomme? Alors, les deux enfants, parce qu'ils se connaissent, ils n'ont qu'un an de différence. Il a un an de plus qu'elle. Donc, ils se connaissent depuis leur toute petite enfance. Ce sont deux destins contrariés. Robert Dudley, parce que la famille Dudley a été, alors il a un père qui a été condamné, etc. Enfin, ils terminaient tous sur l'échafaud pratiquement. Lui non, mais enfin, c'est ses ancêtres. Et puis elle, évidemment, elle sait pas du tout qu'elle va devenir reine. Et donc ces deux tourtereaux s'aiment véritablement. Ça, je crois que c'est vrai. On le voit dans le film. C'est pas une falsification de l'histoire. On ne sait pas jusqu'où, évidemment. On ne sait pas ce qui s'est passé entre eux, mais il y a sans doute vraiment des sentiments très forts. Toujours est-il que Dudley mène sa carrière à la cour, qui fait aussi une carrière de soldat, qui va se battre aux Pays-Bas pour le compte des Anglais, quand les Pays-Bas s'émancipent de la tutelle espagnole, et que donc c'est encore un personnage de soldat. Donc Dudley, qui devient comte de Lastin, c'est à nouveau un personnage de soldat, ces soldats dont je parlais précédemment. Alors, je parlais de jalousie de la reine, c'est terrible avec Dudley. Évidemment, quand il se marie, elle est folle de rage, et l'histoire dit que Dudley adopte le fils de son épouse, qui n'est autre que d'Evreux, Robert d'Evreux, comte d'Essex. Donc on a une sorte quasiment de généalogie comme ça. Oui, c'est assez stupéfiant. Oui. Alors, d'Evreux, d'ailleurs, accessoirement, je dis ça pour nos auditeurs, qui vient de la ville d'Evreux. d'Evreux, oui. C'est la famille d'Evreux. Oui. Les Anglais l'écrivent en un seul mot, mais au départ, c'était le comte d'Evreux, des apostrophes, bien entendu. Il ne faut pas oublier la présence des Normands, qui reste encore assez prégnante à cette époque. Alors Évreux n'est pas en Normandie, vous savez. On discute en permanence. Ah bon, Évreux est dans le Vexin, c'est ce que vous allez me dire? Il paraît, oui. Oui, bon, ça, nous laisserons nos auditeurs trancher cette épineuse question. Est-ce que une reine qui n'a pas de mari peut avoir des successeurs, puisque par définition, elle n'a pas d'enfant déjà? C'est le problème numéro 1 de son règne. Et le Parlement ne manque pas de s'adresser à elle. Vous savez, la loi sur la haute trahison en Angleterre prévoit que l'on ne puisse pas imaginer la mort du souverain, roi ou reine. Parce qu'ils sont freudiens avant la lettre, ils ont très bien compris qu'imaginer, c'est souhaiter quelque part. Donc on n'a pas le droit de penser à la mort du roi ou de la reine. Oui, ça ne facilite pas évidemment les donc choses. On ne peut pas dire à la reine, Majesté, qu'est-ce qu'on fera quand vous serez plus là? Ça on peut pas. Alors il faut user de litote. Oui, on se rapproche du Japon une fois de plus. Exactement. Et donc le Parlement lui dit, ah Majesté, nous aimerions tellement, etc. Et elle répond, non, je suis vierge et vierge je resterai. Et là, elle oppose une fin de non-recevoir évidemment à toutes ces demandes, parce qu'on lui dit, mais pour la stabilité du pays, pour la stabilité du trône, écoutez, nous vous en supplions, vous devez vous marier. Mais elle dit non jusqu'au bout, et elle ne nomme jamais son successeur non plus. C'est que c'est son neveu, le fils de sa sœur détestée, Mary Stuart, qui va devenir le roi d'Angleterre. Oui, mais on ne le dit jamais. Oui. Et c'est évident pour tout le monde que c'est Jacques VI d'Écosse
qui va devenir Jacques Ier d'Angleterre, mais on ne le dit pas jusqu'au bout. Et c'est le fils de William Cecil qui est l'artisan de cette transition qui s'opère sans problème. Ce qui va permettre d'unir un peu plus l'Écosse à la couronne d'Angleterre en même temps, bien sûr. Complètement. Est-ce qu'on peut dire que la reine Elisabeth a laissé une trace encore très présente aujourd'hui? Je parle de la reine Elisabeth Première, hein. Je précise pour ceux qui nous rejoindraient en route. Je pense que c'est véritablement le règne archétypal pour l'Angleterre. Oui. Ça c'est vrai à l'heure actuelle. C'est le grand règne de l'histoire anglaise. C'est le grand règne de l'histoire anglaise. En rivalité d'une certaine façon avec celui de son père Henri VIII. Je veux dire, Henri VIII est très aimé aussi en Angleterre, mais je pense qu'Élisabeth davantage encore parce qu'il y a aussi tout ce qui est lié, ce que vous avez dit tout à l'heure, tout ce qui est lié au théâtre, à la production littéraire, etc. Il y a un amour pour ce règne qui n'a jamais été égalé. Une florescence culturelle tout à fait. Et vous savez que quand Élisabeth II est arrivée au pouvoir, on a commandé un opéra à Benjamin Britten, justement, sur Élisabeth Ière, qui s'appelle Gloriana. Je crois pouvoir révéler, Bernard Cotret, que vous êtes en train d'écrire pour Talandier un ouvrage qui s'appellera « Ces reines qui ont fait l'Angleterre ». Tout à fait. Eh bien donc, nous y reviendrons rapidement avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez maintenant, Franck Ferrand, à la question de Dominique posée via la page Facebook de l'émission. Elle souhaite connaître l'origine des appellations beau-père, belle-mère et beau-frère notamment. Oui, d'ailleurs avec toutes les confusions qui peuvent aller avec ça, puisque par exemple un beau-père, ça peut être évidemment le père de votre épouse, mais oui, ça peut être aussi le mari de votre mère. Enfin bon, tout ça est un peu compliqué en français. Le beau dont on parle n'a rien à voir avec la beauté. Vous savez, c'est l'ancien adjectif bio en français, et on disait le bio-fils par exemple, ça voulait dire cher fils au XIIe, XIIIe siècle. Ce mot beau voulait dire gentil, charmant, cher tout simplement. Et donc, d'ailleurs pendant très longtemps, on n'appelait pas son beau-père beau-père, on l'appelait père tout simplement, et mère, on disait ma mère pour parler à sa belle-mère. Bon, et petit à petit on s'est mis à dire beau-père, belle-mère, comme on dirait cher père ou chère mère. Voilà l'origine. Ça s'est d'ailleurs tellement répandu et avec des usages tellement différents qu'on est aujourd'hui dans la confusion dont je vous parlais. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec la beauté, hein, cette histoire. Alors, il y a pour désigner les beaux-fils et les belles-filles deux termes qui, eux, ont survécu dans la langue courante actuelle. On dit le gendre et la bru. Alors, je sais que ça s'emploie de moins en moins, mais c'est quand même plus facile, peut-être, mais un peu moins charmant, c'est vrai.